Il est 13h, bonjour et bienvenue pour ce journal du week-end. Juges et greffiers s'approprient le logiciel des notices mensuelles, un logiciel conçu pour les besoins de la gestion rationnelle des dossiers. Les travaux ont été ouverts par le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Relations avec les institutions de la République. Charlotte Houssimi. Maître Yarkou Afandam est greffier d'instruction au tribunal de Toon. Il est entré dans ce corps depuis 2010. Dans l'exercice de ses fonctions, Maître Yarkou doit recourir à la méthode traditionnelle, l'usage de machines à écrire mécaniques pour établir les statistiques conformément aux usages judiciaires en cours, ce qui du coup complique et ralentit le travail. Le greffier d'instruction s'occupe de la mise en forme et l'habillage du dossier et les actes préparatoires avant de confier le dossier au juge d'instruction pour les actes à accomplir. On est confronté à plusieurs difficultés. Bon, les juridictions de l'intérieur par exemple, nous ne sommes pas souvent dotés d'équipements informatiques, et ce qui fait que la mise à jour des activités du cabinet d'instruction est souvent en retard. C'est donc pour mettre fin à cet état de choses que l'Inspection générale des services juridictionnels et pénitentiaires a conçu et réalisé un logiciel informatique spécifique à ces notices mensuelles. 2 jours de travaux permettront à ces praticiens de droit de s'approprier le dit logiciel. Tous les actes que le juge d'instruction fait doivent être inventoriés et doivent faire l'objet d'une statistique. Et c'est ce que nous appelons les notices mensuelles. Donc le travail qui est en train d'être fait aujourd'hui, l'appropriation des notices mensuelles, consiste à remplacer un ancien système qui est le système traditionnel de notices mensuelles qui se faisait à partir des machines à taper mécaniques par maintenant l'outil informatique. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Relations avec les institutions de la République, a dans son adresse aux juges et greffiers d'instruction rappelé l'importance des notices mensuelles dans l'activité juridictionnelle et réaffirmé l'engagement du gouvernement togolais dans la mise en place d'une justice moderne, performante et plus compétitive. Ces notices mensuelles furent en effet unanimement admises comme étant des indicateurs sûrs de la bonne santé des cabinets d'instruction dans leur fonctionnalité et par conséquent la voie par excellence susceptible de mettre en évidence la performance ou la léthargie de ceux-ci à travers les contrôles devant être exercés par le procureur général et la chambre d'accusation sur le fonctionnement des dites structures. Je suis convaincu que la rencontre de ce jour fera faire un bond salutaire en avant pour le bien-être de votre mission juridictionnelle en matière d'investigation au 2e degré. Après la cour de Lomé, ce sera au tour des juges et greffiers d'instruction des tribunaux de première instance du ressort de la cour d'appel de Kara de s'approprier le logiciel des notices mensuelles. Je l'annonçais en titre, le 25e congrès des notaires de l'Afrique. C'était du 26 au 29 novembre 2013 à Lomé. Plusieurs notaires venant de 19 pays africains ont pris part à ce grand rendez-vous avec pour thème le notariat africain face aux mutations économiques et sociales du continent. Nancy Tchana, Christine Pétekialoudé. Le 25e congrès des notaires d'Afrique a réuni pour 4 jours à Lomé 19 pays. Ensemble, ces praticiens de droit ont visité le champ que représente la pratique de leur profession sur le continent à la suite des échanges sur le notariat africain face aux mutations économiques et sociales du continent, thème de ce rendez-vous. Entre autres manquements relevés, l'attitude passive des notaires et le non-respect des principes de la profession. Toutefois, il garde un esprit prospectif dans la perspective d'un repositionnement du notariat africain face aux mutations. Les défis sont nombreux. Au jour d'aujourd'hui, vous savez, le notariat se situe au cœur même de ce qu'on appelle la civil law.
dans chacun des pays, nous devons travailler à construire un véritable notariat. Quand on a des notaires qu'on n'a pas une véritable institution notariale, il y a encore du chemin à faire. L'institution notariale étant l'institution chargée de veiller à la bonne pratique du notariat, à faire la promotion du notariat, à être à même de répondre par rapport aux sollicitations de nos concitoyens qui sont en quête de sécurité pour leur action. Nous avons identifié que aujourd'hui il y a l'outil informatique, le moyen de production c'est l'outil informatique. Il y a pas mal de mutations qui s'opèrent au sein des familles et le notariat doit avancer très rapidement et s'adapter à son ton pour être utile encore à sa société. En tant que magistrature volontaire, le notariat exige une connaissance pointue de ses devoirs et une éthique rigoureuse. Les différents intervenants ont fait remarquer ces valeurs et surtout les enjeux de leur accomplissement. Le notaire est un outil indispensable, mais cet outil ne peut être efficace que si les rapports de confiance, non seulement avec les pouvoirs publics, mais surtout vis-à-vis des populations, se consolident et s'affermissent. Il est nécessaire que vous continuiez dans cette voie et je me réjouis que les déclarations de politique qui ont été annoncées par les uns et les autres aient mis la déontologie et l'éthique au centre de votre action. Au chapitre des recommandations, les congressistes comptent œuvrer pour la simplification des procédures d'adoption du titre foncier, un enjeu de développement pour les États africains. Ils recommandent aussi que les notaires s'impliquent aux côtés des législateurs pour faire évoluer le droit afin d'améliorer les situations précaires dans lesquelles vivent nombre de nos populations, notamment en matière d'adoption, de concubinage, de possession d'État et de communautés de biens déguisés. 5e jour hier des audiences de la cour d'assises de Lomé étaient à la barre Agbenazan, Kofivi et Gbafa Yao, tous de nationalité togolaise pour détention de drogue à haut risque. Nous y reviendrons. Environnement, l'école supérieure de l'agronomie de l'université de Lomé a procédé à la restitution du projet de gestion des pesticides. Objectif évaluer le degré de pollution des périmètres maraîchers au Togo. Gérard Lagoudou, Charlotte Roussini. Pour répondre aux exigences du marché, les maraîchers utilisent souvent de nombreux produits dans la lutte contre les mauvaises herbes, les insectes nuisibles et les maladies fongiques. Et pourtant, cette utilisation anarchique des pesticides chimiques n'est pas sans conséquence. C'est pour cette raison que l'École supérieure d'agronomie a mis sur pied le projet de recherche appliqué placé sous le thème pesticides organochlorés et alternatives écologiques en maraîchage avec un résultat satisfaisant. Ce programme s'est fixé un certain nombre d'objectifs. D'abord, comprendre les systèmes maraîchers qui ont cours au Togo, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles la production maraîchère est réalisée dans notre pays. Ensuite, avoir l'information sur le niveau d'intoxication des aliments, de contamination des aliments et du sol et des eaux par un certain nombre de pesticides que la Convention de Stockholm a classés comme étant des polluants organiques persistants. Ensuite, sensibiliser les différents acteurs sur les risques liés à l'utilisation des pesticides chimiques de synthèse et puis développer une alternative écologique à travers l'utilisation de plantes pesticides. Nous avons obtenu l'information sur le niveau de contamination des légumes et du sol sur certains sites maraîchers par les pesticides polluants organiques persistants. Il demeure important de rappeler que ces produits constituent un mal nécessaire, d'où l'exigence de maîtriser parfaitement les modes d'usage et de s'assurer que la substance active et ses résidus ne seront toxiques que pour la cible. Ce projet a reçu l'appui financier de l'Union économique et monétaire ouest-africaine à une valeur de 30 millions de francs CFA. Bientôt, un document sur la politique nationale de la médecine traditionnelle au Togo. Les praticiens sont en séance de travail en vue de sa validation. Aliwo Tetri, Rachel Aouko. Au
Togo, comme dans la plupart des pays africains, la médecine traditionnelle constitue le premier recours pour 70 à 80% des populations en cas de maladie. Conscients de cette situation, les acteurs du monde de la médecine traditionnelle se sont donné rendez-vous à Lomé pour une validation de la politique de la médecine traditionnelle. Ce document va servir de référence à toute action de l'offre des soins et services de santé à la population. Nous savons que le grand problème de la médecine traditionnelle, c'est les contradictions dans le diagnostic. Donc, quand vous faites un mauvais diagnostic, vous pouvez faire un mauvais traitement. Et le deuxième aspect, c'est les médicaments que les praticiens utilisent. Donc, dans la perspective d'une politique, nous devons analyser, faire le test sur ces médicaments pour prouver leur efficacité avant de les servir à la population. Dans tous les domaines, quand le pays veut faire quelque chose, on réfléchit d'abord sur la manière dont on va le faire. Et quelles seront les étapes, comment est-ce qu'on va orienter les activités. Disons que on est en train de faire un cadre pour la médecine traditionnelle. Et nous pensons que c'est très important comme premier document si on veut faire un travail suivi et concret. Depuis 1991, le gouvernement togolais a créé un service national de médecine traditionnelle et en 2001, une loi relative à l'exercice de la médecine traditionnelle a été votée par l'Assemblée nationale. À ce jour, un code de la santé publique est accordé à ces partisans de la médecine traditionnelle. Le souci le plus ardent pour les autorités du Togo est de rendre plus visible et performant ce secteur en le dotant d'un plan réglementaire et d'un encadrement des praticiens pour une meilleure qualité des prestations. Un reportage donc présenté par Christine Pété-Kialoudé. Santé encore et cette rencontre du Conseil national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles avec les partenaires. Une réunion pour déterminer le montant global pour la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida. Catherine Bakpao. Un cadre d'investissement pour la riposte nationale contre le VIH-Sida au Togo, c'est le document qui sera validé à l'issue des travaux qui serviront de base de facilitation de la mobilisation des fonds destinés à la prévention du VIH-Sida et la prise en charge des personnes vivant avec la maladie. C'est une initiative du secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le sida, CNLS, appuyé par l'ONU-SIDA et le PNUD. Un document cadre pour l'investissement contre ce fléau qui court de 2013 à 2017. Le cadre d'investissement est un outil qui permet aux différents pays de voir comment investir de manière plus efficace et plus efficiente, c'est-à-dire de s'attaquer aux problèmes là où effectivement nous sommes sûrs que nous pouvons avoir de retours rapides d'investissement plutôt que de rester à un niveau de généralité. Premier pays de l'Afrique de l'Ouest à expérimenter le cadre d'investissement, le Togo a également mis en œuvre l'élaboration d'un plan d'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Actuellement, on a pu réduire quand même de plus de 45% chez les enfants. Même si la femme est séropositive, on va prendre des stratégies pour que les enfants qui vont naître ne seront plus infectés. On va atteindre pratiquement, vers zéro infection chez les enfants. Avec le cadre d'investissement, les acteurs de la lutte contre le sida comptent obtenir une réduction considérable de l'infection d'ici 2020. Vers une harmonisation des programmes de formation de toutes les écoles nationales d'administration conformément aux nouvelles exigences du monde du travail et de l'administration publique. C'est une demande de l'Organisation internationale du travail. Les différentes parties concernées étaient jeudi à l'ENA pour prendre connaissance du nouveau programme de formation initiale en vue de sa validation. Christine Pété-Kialoudé. Les agents des services d'administration du travail ont pour mission principale de veiller à l'application correcte de la législation du travail au sein des entreprises. Leur formation pour mieux répondre aux exigences actuelles du monde du travail doit être aussi adaptée et dynamique, portée sur un contenu actualisé. Or, l'examen des contenus de formation initiale offerts jusqu'alors
montrent que les modules enseignés sont trop académiques, soit non conformes. C'est pourquoi le Bureau international du travail a proposé un programme approprié de formation standardisée. Il servira de base fondamentale dans la formation des inspecteurs du travail à l'ENA. L'ancien texte était trop fondé sur les connaissances théoriques. De nos jours, on voudrait mettre l'accent sur la pratique, ce que l'inspecteur doit savoir, ce qu'il doit être, en vue d'être à même de bien conduire sa mission. On va essayer de mettre l'accent justement sur les deux aspects, le savoir-être et le savoir-faire, pour amener justement ces inspecteurs à bien faire le travail, à veiller donc à la législation, à la réglementation du travail. Le savoir-faire et le savoir-être, des qualités essentielles pour mener à bien, par exemple, une visite de contrôle, intervenir dans le règlement d'un conflit individuel ou collectif ou conduire une enquête suite à un accident de travail. Après validation du nouveau programme, suivra la formation des formateurs des inspecteurs du travail sur le nouveau programme. Les délégués syndicaux étaient en réunion cette semaine, rencontre organisée par la Fédération nationale des employés techniciens de la CSTT. Les conditions de vie des travailleurs étaient au cœur des échanges. Antoinette Omao, Vauvor. Les délégués syndicaux de la CSTT, Confédération syndicale des travailleurs du Togo, et du FENET, Fédération nationale des employés et techniciens, s'activent pour le mieux-être des travailleurs togolais des sociétés de sécurité, de surveillance et de gardiennage. Aujourd'hui, nombreuses sont ces sociétés qui fonctionnent dans l'illégalité. Ils urgent qu'on réfléchisse aux voies et moyens pour corriger cette situation. C'est à cela que s'attellent ces délégués syndicaux sur l'initiative de la FENET avec l'appui de la CSTT. Quand vous avez des syndicats dans des sociétés de gardiennage, de surveillance, vous devez quand même les outiller. Vous devez leur permettre de savoir alors leurs droits, leurs devoirs vis-à-vis de leur patron. On doit partir d'une étude que nous devons formaliser. À partir de cette étude, le syndicat doit aller faire un plaidoyer auprès des patrons des entreprises pour leur demander d'améliorer les conditions de vie et de travail des travailleurs de ce secteur. Bon, lorsque le syndicat constatera que les patrons de ces entreprises ne respectent pas les tests, alors il appartient au syndicat de faire du lobbying. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a certaines sociétés de gardiennage qui ne se sont même pas fait connaître sur le plan national. C'est des sociétés des directeurs qui évoluent de leur salon, de leur propre maison. Il est étonnant de constater aujourd'hui que nous avons 104 sociétés de gardiennage au Togo. Et seulement 15 sont organisées en association. Deuxième raison, les gens ne sont pas affiliés à la caisse de sécurité sociale. Des dispositions seront prises dans le but de sensibiliser ces sociétés pour qu'elles régularisent la situation des travailleurs en améliorant leurs conditions de vie et de travail. Politique maintenant, les cadres du parti politique Unir de Zion ont doté 3 villages de 3 bâtiments scolaires. Un geste de remerciement aux populations pour leur engagement qui a amené Unir à obtenir des sièges dans cette circonscription électorale. Rachel Aoukou. Ils étaient aux côtés de ces populations du Zion afin de solliciter leur suffrage pour les dernières législatives et beaucoup de promesses ont été faites. Ayant obtenu gain de cause, ces cadres unis Zion ont joint l'acte à la parole par la construction de 2 établissements scolaires et la réhabilitation d'une école primaire dans 3 villages du Zion. Nous sommes ici pour inaugurer 3 bâtiments scolaires que le chef de l'État a offert à la population de Zion. En dehors de ça, donc, la population des 3 localités transmettent leurs remerciements au chef de l'État et m'utilisent comme trait d'union pour justement transmettre ces remerciements
au nom de toute la population de Zion. La population de Zion, spécialement la population de Kogi, nous a lancé un cri d'alarme qu'ils veulent des écoles, parce que l'école c'est un facteur de développement. Donc, et nous les députés d'UNIR, nous ne faisons pas des choses à moitié. On nous demande quelque chose et on le fait dessus. C'est donc une grande nouvelle pour les élèves d'Adeti Kopé de voir leur école réhabilitée. Quant aux populations de Djemeke, Seveso et Kovié, la joie est immense avec ces nouvelles infrastructures. Une joie exprimée par le préfet du Zion qui a remercié les donateurs et invité les populations à prendre soin de ces joyaux. Pour les cadres UNIR, ceci n'est que le début d'un vaste programme de réalisation et d'aménagement de la dite localité. La commune de Vaughan dispose désormais d'un outil de planification pour relever les défis socio-économiques et environnementaux. Ce plan communal a été validé hier. Robert Potobé, Isidore Koubati. Située au sud-est de la région maritime, la commune de Vaughan est l'une des 7 communes urbaines de la région. Elle a été érigée en commune de moyen exercice en février 1986 et en commune urbaine en 2006. Mais elle tarde à décoller sur le plan socio-économique, d'où l'élaboration de ce premier plan de développement communal qui va servir d'un outil de planification d'ici 2038. D'ici 2038, nous attendons un Vaughan ou une commune de Vaughan où vraiment le cadre de vie est amélioré. Une commune où les infrastructures socio-économiques sont nécessaires, construites et sont nécessaires à l'épanouissement de toute la population de Vaughan. Nous attendons donc de Vaughan une commune où les potentialités touristiques, où les potentialités culturelles sont valorisées et permettant à chaque Vaughanais, donc où qu'il soit, de pouvoir se dire enfin, je vis dans une société épanouie, je vis dans une société paisible. Les problèmes socio-environnementaux et économiques sont les grands défis que va tenter de relever le premier plan de développement communal de Vaughan lancé le 14 mai 2013. Nous avons en tout 13 programmes. Et dans ces programmes, nous avons tenu compte de tous les domaines de compétences. Donc tous nos projets vont dans tous ces domaines-là où nous avons alors une compétence. Il y a l'éducation, la santé, l'environnement, il y a l'urbanisme et l'habitat, il y a l'eau et l'assainissement. J'ai initié une réunion mensuelle pour les chefs de village et bimensuelle pour les chefs quartiers. Avec ça, tout le temps, ce que nous faisons, nous traitons dans nos réunions, vont rejaillir dans les quartiers, dans les villages, pour que les populations s'imprègnent et prennent en route notre moteur. Le plan de développement communal de Vaughan tire sa source de la loi numéro 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales. La préfecture de Vaud compte 55 977 habitants, dont 17 500 pour la commune, selon le dernier recensement général de la population et de l'habitat. La compagnie Énergie électrique du Togo agit pour son propre compte. La société s'est dotée de véhicules destinés à renforcer ses parcs auto et partant mieux répondre aux besoins de sa clientèle. Désiré Aloué. De 10 véhicules, 24 autres de marque Toyota Hilux double cabine 4x4 flambant neuf ont été acquis par la compagnie Énergie électrique du Togo CT. D'un coût total de 6 millions de francs CFA, ce matériel roulant servira à équiper toutes les agences et réseaux de l'intérieur sans oublier les pôles de Lomé. C'est un programme de renforcement des structures qui rentre dans le cadre du projet d'investissement 2011-2013 pour répondre aux sollicitations de la clientèle. C'est un début d'acquisition de matériel pour répondre aux sollicitations de la clientèle, pour augmenter la vitesse de réaction. Si on augmente le taux de 7, il faut que la société de distribution puisse répondre aux sollicitations.
Donc il faut la logistique. Si un client qui est à 100 km de l'agence veut quelque chose, eh bien il faut un véhicule pour y arriver. C'est un besoin urgent pour les agences afin de mieux accroître leur performance. Celui qui me permettra de travailler un peu partout à Tapamé, parce que c'est une zone montagneuse qui a besoin d'un véhicule performant, 4x4, parce qu'il y a trop de montagnes, il faut aller un peu partout, donc il me faut ce véhicule pour pouvoir bien travailler. Le directeur général de la société a exhorté les chefs d'agence, réseau et pôle à veiller au bon usage des engins en vue d'atteindre les objectifs visés. Les enfants étaient à l'honneur hier. Une soirée a été organisée en leur honneur, histoire de leur redonner le sourire. Aliou Tchitri, Rachel Aoukou. Rien n'est plus important que de bâtir un monde dans lequel tous les enfants auront la possibilité de réaliser pleinement leur potentiel et de s'épanouir dans la paix et la dignité. C'est justement en cela que ce concert initié par Willy Baby et les responsables de l'école privée Les Poussinets est destiné spécialement aux enfants du Togo en vue de leur apporter un sourire en cette journée qui leur est dédiée. Je suis très content, ça a été super. Bon, parmi tout cela, il y a des enfants qui ne sont pas heureux, d'autres qui sont heureux, mais je voudrais qu'à partir de ce concert, que je puisse donner un sourire, un geste de sourire à tous les enfants du monde entier, à tous les parents. Je veux donner ce message. Il est très important d'écouter nos enfants. C'est ce que mon papa a fait aujourd'hui, je suis comme ça. Avec le soutien de l'Organisation internationale de la francophonie, ce concert, premier du genre, a vu la participation de plusieurs artistes de la chanson togolaise. Un moment de détente pour ces enfants. Pour moi, j'ai vu qu'au Togo, on adore les enfants, mais on n'a pas tellement d'initiatives de ce genre pour pouvoir leur donner un geste, un sourire et de la joie. C'est pour cela que j'ai décidé, cette année, depuis le 20 novembre, c'était la journée mondiale de l'enfant, et je n'ai pas entendu où on a organisé. Il y a une manifestation spécialement pour les enfants. Et voilà ce qui m'a motivé à pouvoir organiser cette fête. Âgé de 15 ans, Willy Baby est un amoureux du rap. Il prépare son premier album titré Le succès m'appelle, qui sera bientôt sur le marché. Le workshop sur le slam animé par l'artiste allemande Teresa Hall à l'Institut Goethe de Lomé pour une soirée réussie. Les slameurs se sont réunis hier pour échanger. Catherine Papao. Venue d'Allemagne, 7 artistes du slam, Teresa Hall et d'autres slameurs du Togo se sont succédés sur scène pour partager avec les spectateurs leurs pensées, leurs poèmes et philosophies. Lève-toi et crée ton emploi, alors moi Cette œuvre présentée aux spectateurs ce soir est le fruit de la rencontre d'échange qui a eu lieu la veille entre les slameurs togolais et allemands. Ça, c'est un grand atout que quelqu'un qui parle une langue autre que la nôtre nous entretienne sur la poésie. C'est fantastique, c'est très fabuleux. C'était une aventure très, très intéressante. On a beaucoup plus axé l'atelier sur les techniques de déclamation, la manière d'écrire les textes, de choisir les mots adéquats par rapport à un thème bien déterminé. Et je pense qu'en gros, nous avons appris beaucoup de choses. Ich fand es beeindruckend. Ich hatte ja auch 2 deutsche Slammerinnen da drin. Vraiment adoré les slammeurs togolais parce que, en fait, ils arrivent sur scène, une certaine aura, une envie de dire, une envie de partager, qui se ressent énormément. De temps en temps, elle anime même beaucoup d'ateliers, notamment en Allemagne. Et de temps en temps, quand elle va dans ces ateliers-là, les gens n'ont pas envie d'écrire. Ils savent pas quoi écrire, ils savent pas quoi mettre sur la feuille. Ici, dès qu'elle a commencé les ateliers, ce qu'elle a vraiment aimé, c'était l'esprit d'initiative et la volonté de s'exprimer des Togolais. Avec cette initiative de Goethe Institute, la politique de brassage culturel entre le Togo et l'Allemagne va bon train.
Le but de ce projet, c'est de créer un pont entre la scène d'islam au Togo et la scène d'islam en allemand. Et nous pensons que l'objectif est atteint dans la mesure où les slameurs togolais ont appris certaines choses de la slameuse allemande et elle aussi elle a appris des choses des slameurs togolais. Après le Togo, ce sera le tour de la Côte d'Ivoire de bénéficier des pensées philosophiques et poétiques de la célèbre Teresa Hall.